je m'appelle Carmen, je suis espagnole, donc d'où mon accent. Désolée si parfois j'ai dit des mots qui ne sont pas forcément français. Et j'ai fait mes études d'architecture et après j'ai devenu product manager, mais ça n'arrive pas d'un coup comme ça. Maintenant j'ai travaillé chez WorkLife, avant ça s'appelait YouPeace, et c'est une plateforme où on gère tous les services d'aide à la personne. Donc c'est super intéressant. Et comme je vais vous raconter un peu ma vie, on passe directement à la presse. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon passé? J'ai fait l'école d'architecture en Espagne et après j'ai travaillé comme architecte aux Pays-Bas et en France. Et souvent j'ai une question que les gens me posent de manière gentille et c'est la même question un peu de manière pas gentille. La question gentille c'est est-ce que vous n'avez pas envie de retourner à l'architecture parce que vous avez passé beaucoup de temps pour faire vos études et gagner de l'expérience? Ça, c'est la partie nice. La partie qui n'est pas sympa, c'est vous savez jeter à la poubelle 6 ans de votre vie. Et là, j'ai dit, en fait, non, parce qu'il y a toujours de la formation qui reste sur nous. Et ça, je me suis rendu compte quand le temps est passé. Par exemple, j'ai énormément appris sur le user experience en tant qu'architecte. Un exemple que je mentionne, c'est que quand on approche un projet d'architecture, toujours il faut se mettre dans la tête de l'utilisateur, du client. Le client, il vient avec une idée de faire une maison. Faire une maison, il y a une structure, on met un toit et c'est bon, non, la maison est faite. Par contre, quand on réfléchit, qu'est-ce que le client veut dire derrière le mot « je veux que vous faites ma maison », ça veut dire quand la personne se réveille, qu'est-ce que c'est la première chose qu'il va faire? Il va mettre le pied par terre. C'est quoi le matériel qu'il y a par terre? C'est du carrelage qui est froide. Donc la première expérience que l'utilisateur il va avoir, c'est un sentiment désagréable. Ça va être du parquet qui est un matériel un peu plus chaud et du coup plus agréable pour les matins. Ça va être un tapis. Donc, et ça c'est juste quand la personne va se réveiller. Et comme ça, on va faire un customer journey de toutes les activités de notre client. Donc voilà la réponse que je pourrais donner à ce type de questions. Après, le métier d'architecte est un métier où on ne travaille jamais tout seul parce qu'il y a des autres équipes, des autres designers, l'équipe qui va calculer les structures, les installations, les fournisseurs de matériel, c'est jamais dans son coin tout seul. Et du coup, j'ai appris énormément sur le travail en équipe, sur le project management et finalement l'organisation. Et un autre conseil que j'ai appris et que je vous partage, c'est apprendre l'anglais. En tant que PM, il faut comprendre l'anglais, même si on ne le maîtrise pas 100%. Toute la partie code technique, c'est en anglais, mais même les outils pour le marketing, pour le business, c'est toujours en anglais. Donc, je vous encourage au moins à apprendre l'anglais. Donc après, j'ai décidé d'arrêter l'architecture, mais comme je vous disais, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Du coup, cette période de temps, je me suis dit, ok, je veux arrêter d'être architecte parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme hobby, mais pas comme métier. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je ne savais pas. Donc tester, il faut tester. J'ai fait des graphic designers, des community managers, le service client. J'ai fait des salons. Je vous conte une anecdote. J'ai fait un salon que j'ai accepté, c'était maison et objets. Et j'ai dit oui pour être hôtesse. Donc pour faire joli dans les stands. Il y a rien à faire d'autre qu'être souriante, et accueillir les gens et basta. Et du coup, ça, c'était très ennuyant. J'ai passé 1 heure et j'ai dit, c'est que ça, faire un salon? J'ai pensé qu'il avait l'activité. Et j'ai vu des autres collègues dans cette entreprise, c'était une entreprise de décoration italienne, ils commençaient à parler avec les clients, ils montraient les produits, donc j'étais à l'écoute. Qu'est-ce que c'est ce produit? Pourquoi il est aussi cher? Est-ce qu'il vient de quel pays? C'est fait avec quel matériel? C'est qui le designer? Petit à petit, j'ai appris et à la fin,
du salon qui était 2 jours. J'étais une des personnes dans l'équipe qui a fait le plus de chiffres d'affaires. Et j'avais même pas de commission, mais on s'en fiche parce que j'étais là pour gagner une expérience et pas pour faire de l'argent. Du coup, pour moi, c'était super enrichissant parce que ça m'a mis en confrontation avec être en contact avec le public, ce qui n'est pas évident quand j'ai passé pas mal de temps en train de faire des missions tout seul. Donc, mon conseil, c'est de vous encourager à tester. Après, j'ai fait aussi même la comptabilité pour une boîte d'importation de fleurs. Donc, vraiment, quand j'ai dit que j'ai essayé plein de choses jusqu'à trouver ce que j'aimais, c'est que j'ai passé par pas mal d'expériences professionnelles. Donc, ce que j'ai retenu, c'est qu'apparemment, j'ai une capacité d'apprentissage assez importante et je conseille de toujours être, de toujours vouloir apprendre. Pour un PM, c'est super important parce qu'il y a toujours de nouvelles technologies, de nouvelles trends. Donc, capacité d'apprentissage, c'est important. Cultiver la curiosité, il faut tester. Et au moins, j'ai su ce que je ne voulais pas faire. J'ai fait aussi un salon sur les machines de construction. Je ne vous encourage pas du tout, surtout si vous êtes une femme. Du coup, j'ai fait des slides comme ça, qui j'appelle les conseils licorne arc-en-ciel. Sont des conseils un peu idéalistes, on connaît tous, oui, c'est cool de le faire, mais du coup, soyez curieux ou parlez avec les gens. Quand on est introverti, c'est un peu dur que quelqu'un te donne un conseil comme ça, mais quand même, je le laisse parce qu'en fait, sont réels. Soyez curieux, utilisez ce que vous savez. Moi, en tant qu'architecte, je ne savais pas que j'avais une expérience avec le UX jusqu'à... j'ai fait un peu une rétrospective. N'avez pas peur des changements, sinon je n'aurais jamais testé des autres métiers. Et ne soyez pas conformiste. Il y a un architecte qui m'avait dit il faut mourir pour l'architecture. Si ça nous donne à manger, tant mieux, sinon tant pis. Ce n'était pas suffisant pour moi et du coup, j'ai décidé de changer. Et maintenant, des conseils un peu plus pratiques, moins licorne et arc-en-ciel. Pour cette question, même si elle vous paraît stupide, un cas concret qui a marché pour moi, c'est par exemple quand vous essayez d'apprendre une nouvelle langue, laissez les gens parler, parce que normalement on ne sait pas dire grand-chose. Et comment faire que les gens parlent comme ça, tu ne fais pas un effort pour parler plus, mais vous êtes plutôt à l'écoute, vous posez de questions. Comme ça, vous laissez les gens parler et petit à petit, vous allez apprendre. Donc ça a marché pour moi pour apprendre les autres langues. Mais je pense qu'au quotidien, je pose des questions à Jenna sur le marketing, à Quentin sur les UI. Donc, je vous encourage à poser cette question, même s'ils sont un peu naïfs. Et après, aussi conseil pratique, je vous conseille de lire ce livre si vous êtes en changement de carrière professionnelle, par exemple, Designing Your Life, qui est l'application des design thinking de produits à la vie. Donc, ce n'est pas juste pour faire du produit, c'est pour votre vie, comment faire une recherche d'un poste avec des conseils un peu plus pratiques que juste envoyer des CV via LinkedIn. Donc, après ça, j'avais mentionné le service client. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis atterrie dans un poste dans une entreprise technique. Qui s'appelle Lima Technology. Lima, pour vous donner quelques chiffres, c'est une entreprise qui a gagné 1,2 million d'euros sur Kickstarter, 6 millions de dollars, pas d'euros, auprès d'investisseurs. Donc, on a fait plusieurs rounds. Et 30 collaborateurs, 50 000 voitures vendus, ou un peu plus. Et quand j'étais là, j'ai commencé à travailler comme service client pour ce produit qui on peut voir ici. C'est un petit boîtier qu'on pourrait appeler les clouds personnels à la maison. Donc les concurrents c'était Dropbox ou des gros acteurs dans les clouds.
et on pourrait le connecter pour avoir tout notre dispositif connecté, les téléphones, l'ordinateur. On avait toutes les coordonnées dans le même endroit. C'était un challenge parce qu'on a passé dans une semaine d'être 4 à 15 par exemple. Donc au niveau de l'entreprise pour une start-up, c'était assez impressionnant. Et j'ai fait les services clients au tout début comme au support front. Donc là, on pose cette question, l'utilisateur il pose cette question qu'il pourrait même trouver dans le site web. Et c'est comme ça que j'ai commencé à répondre. Quand je ne savais pas répondre à une question, j'ai fait de la recherche, je me suis auto-formée dans la tech pour continuer à apprendre de plus en plus. Donc c'était mon premier contact avec la tech. C'était aussi, là j'ai gagné beaucoup en communication parce que quand on fait des services clients, on apprend à transmettre les concepts qui sont techniques aux gens qui ne sont pas forcément techniques. Et ce travail de formation d'utilisateurs est super important pour les gens qui travaillent dans les produits, pas seulement pour les PM. Des autres choses que j'ai beaucoup appris, c'était toute la partie UX qui m'a attiré beaucoup, à tel point que j'ai senti le changement, on changeait un mot dans l'interface et on diminuait les taux de contact. Donc c'était la première fois que j'ai confronté utilisateurs, UX et data, donc l'impact du produit dans les gens. Et une autre qualité que je conseille aux PM, c'est d'avoir au moins les bases de management. Même si, par exemple, aujourd'hui, chez WorkLife, je ne manage personne, mais en tant que PM, je suis amenée à travailler avec plusieurs équipes. On a 2 squads pour le web, on a 2 squads pour les mobiles. Chaque squad a entre 5-7 personnes. Tout ça juste pour la partie technique. Donc, même si je ne manage personne, je suis amenée à travailler avec beaucoup de gens en même temps. Voilà. Conseil licorne. Poursuivez ce que vous aimez. Sinon, j'aurais jamais atterri dans un poste de service client. Et un exemple, une anecdote concrète. J'étais habituée au feedback en tant qu'architecte. Donc en soirée, je disais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et moi, je disais je suis architecte. Et du coup, tout le monde c'est cool l'architecture, c'est intéressant. Ok. Et quand j'ai commencé à dire en fait, je fais de service client, il avait un blanc. Parce que les gens, ils n'aiment pas, ils ont déjà des préjugés sur cette profession. Donc, heureusement que je n'ai pas eu cette feedback, je ne l'ai pas pris au sérieux. J'ai continué à faire des services clients parce que j'ai kiffé faire ce que je faisais. Et c'est comme ça que je suis réussi à être Head of Customer Service d'une entreprise tech. Donc, c'est un bon conseil de dire comme ça, je ne sais pas si ça vous aide. Donc, des choses un peu plus concrètes. À la fin de cette expérience, je me suis dit qu'est-ce que j'aime le plus dans les services clients, c'était d'être en contact avec la tech et le produit. Le côté produit, à chaque fois qu'on travaillait ensemble, c'était ça qui me donnait envie de continuer à aller au travail. Du coup, j'ai décidé de changer de métier et passer au côté produit. Mais à ce moment, je ne savais pas faire la différence entre product designer, product owner, product manager. Qu'est-ce que c'est produit? Qu'est-ce que c'est la différence entre UX, UI? Je ne connaissais rien. Je ne savais même pas nommer les noms, les vocabulaires corrects pour chaque métier. Et imaginons même rentrer dans les petits détails après pour faire des spécifications techniques, c'était impossible. Du coup, je me suis dit qu'une formation pourrait être intéressante. Dans mon cas, j'ai fait la formation Asgard avec François Lepichon, qui est le CEO de Molotov maintenant. Je ne sais pas s'ils continuent à le faire, mais en tout cas, c'est une formation à Paris, pas
pas besoin d'y aller très loin pour trouver des bons plans. Et quoi mieux qu'ici, Lyon, vous avez déjà une formation produit. Donc, profitez de ce type d'opportunité parce que, honnêtement, pour moi, c'est ça qui m'a fait accélérer ma recherche de je veux être produit, comment faire. Dans les conseils pratiques, cet petit bouquin est vraiment petit, c'est Product Management in Practice. Ça ne va pas vous découvrir la vie. Par contre, il y a des moments où on va hésiter, on va avoir peur, peut-être manque de confiance en soi, parce que si on est très débutant dans un poste produit, on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc on est lancé comme ça, comme allez, fais des produits, et on sait pas comment commencer. Et du coup, j'ai découvert grâce à ce livre que tout le monde a les mêmes problèmes. C'est pas que tout seul parce qu'on n'arrive pas à faire des roadmaps. Si on n'a jamais fait avant, bah voilà, c'est quelque chose que toutes les PM on partage. Et par exemple, au tout début, ils disent une des premières missions d'un PM quand arrive dans une entreprise, c'est définir son propre poste. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, donc c'est pas bizarre si je dois tous les jours répéter à mes collègues qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi. Et un autre conseil de lecture qui est assez inspirant, The Design of Everyday Things. C'est un classique, c'est inspirant, c'est une lecture que vous pourrez faire n'importe dans quel moment de votre carrière professionnelle vous êtes. Et du coup, je suis atterri finalement sur un poste de Product Manager, mais c'est pas arrivé comme ça, c'est que Esmeralda, cette entreprise qui fait des compteurs, comme vous voyez là, les compteurs des likes dans les réseaux sociaux, donc des compteurs d'Instagram, Facebook, et ils ont aussi une version custom. On peut compter les chiffres d'affaires de la semaine, les tickets reçus par les supports clients. On peut compter ce qu'on veut parce que c'est customisable. Cette entreprise me contacte pour faire du service client. Et là, dans ce moment, j'étais plutôt partie dans la partie produit. J'ai dit, c'est dommage parce que l'entreprise a l'air très intéressante. C'est juste que j'ai décidé de changer des métiers et juste après mon expérience précédente. Et j'ai dit, ok, je vais réfléchir. Les fondateurs sont très sympas. Donc, ils se sont dit, ok, réfléchis, on se voit lundi. Ça, c'est un vendredi. Pendant les week-ends, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pris la fiche de poste qu'ils ont publiée sur le service client, le manager du service client. J'ai fait un peu ma recherche sur l'entreprise et j'ai vu qu'en fait, à court terme, c'est vrai qu'ils avaient besoin de professionnaliser le service client, mais à long terme, il avait besoin d'un département produit, un pôle produit, pour gérer la vision, par exemple, de l'entreprise pour le futur. Et ce type de choses, ça n'existait pas avant dans cette entreprise. Du coup, je me suis présentée lundi avec des slides aussi, à la place de faire un entretien pour moi. Je les ai un peu convaincus du fait que peut-être c'était intéressant d'ouvrir un poste dans les pôles produits. Du coup, on a négocié et j'ai fait une promotion pour avoir la double casquette pendant quelques temps de Customer Service Manager et Product Manager, jusqu'à j'ai formé une personne qui pourrait me remplacer et j'ai créé un peu l'équipe pour que ça roule tout seul. Et après, j'ai enlevé ma casquette et j'ai fait 100% produit, ce que je voulais comme objectif au tout début. Donc, je vous ai laissé quelques chiffres pour, si vous ne connaissez pas déjà Esmeralda, normalement, les compteurs, ils se voient un peu partout dans Paris, dans les vitrines, dans les boulangeries, les restaurants. Là, on avait 35 000 clients. Donc, vu que c'était les deux expériences que j'ai mentionnées, Lima et Esmeralda, c'est un produit hardware, il fallait faire la partie des services clients et des produits avec la partie physique, mais aussi l'interface toujours digitale. Et les 50% de leurs clients
sont, comme j'ai dit, pas technophiles. Donc il y avait beaucoup de formations, beaucoup de se mettre à la place du client pour des gens pas technophiles. J'ai beaucoup appris. Donc, une autre chose, c'était ma première expérience produit. J'ai énormément retenu le product mindset au product thinking. Donc, dans une entreprise où le produit n'existe pas, il faut créer tout de zéro. Donc, j'ai formé l'équipe pour comprendre pourquoi c'est important d'avoir un product mindset au product thinking quand on fait la redirection d'un email. Juste ce détail, pensez que quand on va écrire un email, il va y avoir une personne qui va le lire. Donc, est-ce que c'est la meilleure layout? Est-ce que c'est les meilleurs mots? Et à partir de ce moment, quand j'ai vu que les gens ils ont compris l'importance d'avoir cette mentalité, c'était un peu plus facile de commencer à construire le produit avec des PM, des POs et rentrer dans la méthode agile avec des scrums de 2 semaines à l'époque. Et c'était ma première aussi confrontation avec les roadmaps toujours flexibles et toujours douloureuses. Conseil licorne arc-en-ciel, ce n'est pas un conseil forcément pour vous, c'est un conseil pour les entreprises. Osez embaucher des profils atypiques parce qu'il n'y a pas qu'un seul parcours dans le produit. Donc déjà, je remercie pour Esmeralda de m'avoir donné cette chance. Une personne sans expérience dans les produits qui d'un coup décide « Ok, on va essayer ». C'était une belle opportunité. Et même Guillaume et Clément chez WorkLife, parce que pareil, avec pas beaucoup d'expérience dans les métiers produits, maintenant je travaille chez WorkLife et c'est pas évident pour les entreprises de faire cet effort ou prendre ce risque pour employer des gens hors un parcours linéal des produits. Après, je vois qu'il y a un changement de paradigme. Il y a 5 ans, il n'y avait pas beaucoup de PM. Ils restaient dans les entreprises. C'était une espèce de loto. Ils se passaient les uns contre les autres dans les mêmes entreprises. Maintenant qu'il y a plus de PM et que les entreprises ils ont commencé à sentir cette besoin, je trouve que le marché il est un peu plus fluide. Donc, n'ayez peur parce qu'il y a les opportunités pour vous aussi. Conseil un peu plus pratique, rencontrer des autres PM et échanger avec eux. Ça m'a aidé par exemple pour découvrir de nouvelles outils. Notion, je ne le connaissais pas, c'est un outil pour faire de la documentation. C'est grâce à une conversation avec une autre PM que j'ai connu ça. Avec des autres PM, on a parlé des meilleurs flows pour Jira, l'outil pour travailler avec les développeurs sur le sujet technique. Pareil, là où j'ai dit non, mais on galère avec la partie, les statuts de tickets, des choses qui sont très concrètes à notre métier. Quand on parle avec des autres PM, on retrouve qu'eux aussi, et ils ont une autre approche. Donc, on peut tous partager et apprendre de cette connaissance. Même dans les services clients, on avait fait la même chose avec les Head of Customer Service à l'époque, c'était Shadow, Malte, Esmeralda et Lima. Et on faisait aussi des réunions tous les mois pour partager des best practices. C'est super enrichissant. Donc, je vous invite à rencontrer des PM. Et finalement, je suis là. Je suis Product Manager chez WorkLife. WorkLife, c'est une entreprise qui a à peu près 3 millions de membres, répartis en 16 pays. Du coup, au niveau des data, là, je vois un challenge pour moi aussi. Il y a vachement plus d'utilisateurs que dans mes expériences précédentes. On a à peu près 100 entreprises au niveau B2B. Donc des grands comptes comme par exemple SNCF, Société Générale, ça veut dire que le produit il a une complexité avec un impact business très important. On a fait l'acquisition de 2 concurrents dans 2 pays différents, au UK et Hong Kong.
Et on est à peu près 60 collaborateurs, un peu répartis partout, et maintenant avec le confinement, encore plus répartis dans le monde. Ce que j'ai appris et que je retiens au quotidien, maintenant c'est un cours, c'est pas comme si je vous dis des choses de mon passé, c'est l'organisation produit. J'avais envie d'atterrir sur une boîte où il y avait déjà une structure produit. Avant, j'apprenais beaucoup de moi-même, donc l'auto-formation, aussi non de l'extérieur pour rencontrer des gens dehors de mon entreprise. Maintenant, je trouve beaucoup d'apprentissage et de connaissances dès dans l'entreprise. Donc, il ne m'a pas fallu convaincre mes collègues de l'importance de produits parce que c'est déjà statué. J'apprends énormément sur les UI. Ça change aussi avoir un designer qui va faire des mock-ups. C'est incroyable comment, avec des feedbacks de certains collègues, on peut arriver à améliorer rapidement l'interface de notre propre produit WorkLife. Les data, comme je disais avant, vu qu'on a beaucoup d'utilisateurs, on voit l'impact des changements au niveau comme je n'avais pas imaginé avant. Donc ça, c'est un challenge pour moi aussi. Et marketing. Moi, je me considère un PM plutôt côté technique. J'aime beaucoup travailler avec les développeurs. Mais après, par exemple, je pense chez TIGA, il y a des différents groupes. Ils arrivent à différencier les PM, comme les PM qui travaillent plutôt avec les business, plutôt avec les marketing, plutôt avec la tech. Après, il faut aussi savoir, vous, qu'est-ce que vous intéresse déjà et là où vous voulez y aller. Donc, pour moi, le marketing, c'est un challenge parce que ce n'est pas ma zone de confort. Donc, ça va être mon prochaine étape. Et là, pour finir, j'ai laissé mes devises, my motto, pour le product management, mais pas que pour le product management, ça m'aide pour moi dans la vie. C'est do the best you can until you know better, then when you know better, do better. C'est Maya Angelou qui a dit ça. Toujours avec cette envie d'y aller plus loin, d'apprendre pour mieux faire. Une chose que j'étais assez fière et j'espère que je continue à faire, on parlera avec mon manager pour voir si c'est vrai, c'est que quand j'ai passé par un projet, j'ai laissé le projet toujours mieux que ce que je l'ai trouvé. Et je pense que je fais ça en suivant toujours cette devise, c'est que il faut toujours apprendre pour s'améliorer, pour trouver, pour faire un travail de qualité, et c'est comme ça qu'on va toujours s'améliorer. Et une autre motto, ma mère est une personne très sage, para decir no siempre hay tiempo. Ça veut dire que il y a toujours d'opportunités, et même de là où on ne pensait pas avoir quelque chose pour nous, on trouve des opportunités. Un exemple concret pour moi, c'est quand j'ai changé de Esmeralda, j'ai cherché quelque chose d'autre. Je ne cherchais pas forcément WorkLife au UBIS, qui était une plateforme surtout dédiée au service des babysitting. Ça aurait été pas mon centre d'intérêt. Par contre, avec Ignition Program, qui est un cabinet de recrutement, merci déjà, parce qu'Hermine, elle m'a beaucoup aidée aussi. Elle m'avait dit, regarde WorkLife, ça va être cool pour toi. Là, j'ai dit, mais je t'ai dit que je voulais quelque chose plutôt technique et tu me parles d'une entreprise qui fait des services à la personne. C'était pas ça que je cherchais, et elle m'a dit vraiment, essaye, tu vas voir. Donc du coup, j'ai rencontré l'équipe, j'ai fait un entretien avec Guillaume et Clément. En fait, j'ai vu qu'il y avait un énorme challenge produit, un énorme challenge technique. Une équipe technique plus grande que toutes les équipes techniques précédentes, même avec des produits qui étaient plus tech que ce qu'on fait maintenant, qui n'est pas du tout tech, c'est quelque chose que tous les gens devraient utiliser, même les gens qui sont dans des autres générations, pas du tout habitués à utiliser l'ordinateur ou le téléphone comme on l'utilise nous.
Et du coup, ma mère, elle avait raison. En fait, il faut toujours essayer et tester. Et on ne sait jamais qu'est-ce que ça va arriver. Donc, je vous encourage à faire pareil. Et voilà, merci avec ces jolis panneaux. Merci beaucoup parce que j'espère que ça vous a aidé à peut-être vous poser cette question pour votre futur professionnel. Et merci aussi à vous à Lyon pour m'avoir accueilli.